Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 5e partie de ce podcast 209. Ce podcast à rallonge cette preview du premier tour des playoffs 2020. Pour m'accompagner, alors l'équipe continue de tourner, pour m'accompagner j'ai d'abord avec moi l'homme qui est capable de passer 7 heures sur Skype en parlant d'OKC, c'est Pierre. Comment ça va Pierre? Salut Ben, salut tout le monde, ça va super. Alors on n'a pas encore sorti au moment où on enregistre cette preview de Rockets face au Thunder, mais si vous voulez savoir tout ce qu'il y a sur cette série, même la pointure de Lucas Dort, vous pouvez écouter la preview de We Are Thunder de Pierre. Juste allez Pierre, on est obligé de demander ton prono pour cette série. J'ai mis Houston en 7. Houston en 7, ouais, c'est une des séries les plus indécises. Et puis alors, il vit sur un nuage depuis quelques jours. En tant que supporter du PSG qu'il est, c'est Ilias. Comment ça va Ilias ? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal, mais comme je vous le disais en off, on va quand même essayer de passer Leipzig et histoire de se hyper véritablement. Mais après, pour le côté basket, moi qui disais lors du live qu'on avait enregistré la semaine dernière que j'étais pas encore tout à fait hypé par la reprise et par la bulle dans son ensemble. Là, ça commence un petit peu à monter et on va dire qu'avec les séries qui ont été dévoilées et les playoffs en approche, là, je commence à être beaucoup plus enthousiaste. Voilà. Je pense que c'est l'effet play-in et l'effet fin de la saison. On se demandait qui pouvait aller en playoff, etc. Je pense la NBA a peut-être trouvé un truc qu'elle va remettre en place ces prochaines années. Alors les gars, on est réunis tous les trois pour parler d'une des séries les plus alléchantes de ce premier tour, cette opposition entre les Celtics de Boston et Philadelphie. Avant ça, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter et sur la plateforme de podcast où vous écoutez nos émissions. Si c'est Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et nous, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour tête de série numéro 3 affronte les 76ers, tête de série numéro 6, les Celtics cette année ont gagné 48 matchs, ils en ont perdu 24, bilan un peu plus léger du côté de Philadelphie, 43 victoires pour 30 défaites, les Celtics c'est la 4e attaque et la 4e défense NBA, Philadelphie c'est la 14e attaque et la 8e défense NBA, 21e série de playoffs entre les deux équipes. Ilias, notre grimoire ambulant, est-ce que tu étais capable de me donner la dernière victoire des Sixers contre les Celtics en playoff? Alors, parce qu'il faut préciser que les Celtics sont sur 4 victoires de suite en playoff. Ils ont gagné les 4 dernières séries. La dernière victoire des Sixers, est-ce que ça remonterait pas à 83? Presque, 82. Allez, ça compte, hein. C'est fort quand même. Hein. C'est fort, hein. C'est impressionnant. 82. Dernière victoire des Sixers, 82 contre les Celtics. Alors on va commencer comme d'habitude en revenant un peu sur le parcours dans la bulle de ces deux équipes. Je vais commencer avec toi Pierre. Par rapport aux Celtics, ça a été une équipe des Celtics globalement séduisante. Dans cette bulle, une équipe qui a réussi à enchaîner et qui aborde les playoffs sur un bon rythme. Je suis assez d'accord, ils ont montré sur quelques gros matchs de quoi ils étaient capables, tu vois, contre Milwaukee, ça a été plutôt solide, même si Milwaukee s'en sort à la fin. Il y a eu quelques gros matchs. Après, il y a celui de Toronto aussi qu'on a vu ensemble, je crois, celui-là d'ailleurs, où ils gagnent vraiment facilement. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant pour les Celtics sur cette bulle, c'est qu'il y avait pas mal d'incertitudes en arrivant. Il y avait l'état de Kemba Walker, tu vois, il y avait ce manque de banc qui est encore le cas et je pense qu'on y reviendra, mais tu vois, notamment l'incertitude de Walker, là il a été plutôt bien géré, il est revenu en forme sur les derniers matchs, tous les titulaires ont l'air plutôt en forme, Tatum avait très mal commencé, il a bien réagi ensuite. Non, ça c'est du Celtics comme ils ont été toute la saison, ils ont été plutôt réguliers toute la saison, malgré pas mal d'absences et pas mal de blessures, et là ils arrivent en play-off plutôt serein, je pense, en rythme comme tu l'as dit, et plutôt en forme aussi, ce qui est important pour cette équipe-là. Totalement, Ilias, c'est Celtics. Alors, les Raptors semblent quand même être l'équipe la plus en forme à l'Est. Ils ont perdu qu'un match dans la bulle. Mais derrière, les Celtics, c'est clairement solide. Comme l'a dit Pierre, on a l'impression que Brad Stevens, il a trouvé son collectif et que ça démarre les playoffs vraiment dans le meilleur état de forme possible. C'est ça, il démarre plutôt pas mal et moi j'ai eu un petit peu peur à la reprise, notamment au niveau de l'état de forme et peut-être d'adresse de joueurs comme Tatum. Mais l'essentiel pour les Celtics, c'est d'arriver au complet pour le démarrage de ces playoffs, ce qui sera pas forcément le cas de leurs opposants lors de cette série. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a souvent tendance à souligner qu'un banc c'est extrêmement important, mais là où ça l'est un petit peu plus justement dans le cas des Celtics, c'est que
ils n'ont pas au sein de leur effectif le meilleur joueur de la série, mais je trouve qu'ils ont les joueurs les plus forts derrière le joueur qui est Joel Embiid, et c'est en ça que je trouve la chose intéressante, sachant que on sait que en play-off les rotations ont tendance à un petit peu se réduire, les temps de jeu des starters et des joueurs principaux du banc commencent à gonfler, et c'est la raison pour laquelle les Celtics ils arrivent dans des conditions je dirais optimales pour pouvoir aborder cette série, et l'effectif a l'air d'être carré, en confiance, et je pense que ils vont aborder ces playoffs sereinement. Alors, côté Philadelphie, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour l'instant. Je dis souvent, voilà, on profite de ce début d'épisode pour parler de l'état de forme de l'équipe dans la bulle. Alors, on sait, côté Sixers, il y a eu la blessure de Ben Simmons. Ben Simmons sera pas là. Je vais un peu dévier de mon fil actuel pour vous poser une question. Alors là, je vous prends un peu par surprise, mais est-ce que c'est pas l'équipe, allez, au moins à l'Est, qui joue le plus sur ses playoffs, Philadelphie? S'il y aurait eu Simmons, je t'aurais dit oui. Et là, c'est pas que ça leur donne une excuse, mais t'as un point qui les empêche peut-être de rêver à ce qu'ils auraient pu rêver, tu vois. On en parle depuis un moment, il y a cette problématique de leur construction d'équipe, il y a pas mal de rumeurs est-ce que Simmons et Embiid vont rester ensemble. Ouais, il y a pas mal de ces choses-là, et au final, il est blessé Simmons, et ouais, ça met un coup d'arrêt et dans leur progression potentielle et dans leurs espoirs de playoff. Pour moi, ça devient beaucoup plus compliqué sans lui. Donc tu vois, ça leur fait une petite excuse. Donc je pense qu'ils jouent moins maintenant que par exemple quand ils sont arrivés dans la bulle où on se disait ça peut être le moment pour eux que ça clique et que enfin ils passent quelques tours. Ce qu'il y a de dommage, c'est que malheureusement avec la blessure de Simmons, tu peux pas te projeter par rapport à l'avenir, et potentiellement le fait de faire pourquoi pas éclater ce duo qui est Embiid Simmons. Là du coup ils vont aborder les playoffs sans lui, et donc on pourra pas forcément avoir de projection là-dessus, mais disons que là malgré le fait qu'ils aient battu les Celtics 3-1 pendant la saison régulière, on peut plus ou moins dire que les Sixers, bien qu'encore une forte équipe, ils partent quand même légèrement derrière les Celtics dans le cadre de cette série. Très bien. Eh bien, on peut en parler de cette série maintenant, rentrer dans le vif du sujet de cette preview. Alors, on va citer Alan, notre fan des Sixers, le lapsus est révélateur, fan des Celtics, je commence vraiment à fatiguer, fan des Celtics et opposant véhément aux Sixers, qui, on va pas se le cacher les gars, ne voulaient pas prendre les Sixers. Alors, est-ce que c'est vrai, je vous lance cette question-là, est-ce que c'est vraiment un match-up horrible, peut-être le pire à ce stade pour les Celtics, les Sixers? C'est possible parce que Indiana, il y a plus Sabonis, on va dire, on va regarder en dessous, tu vois. Orlando, les deux dernières Nets, équipes sont ouais, Lambeau. C'est Lambeau, ouais. Miami, t'aurais pu débattre, mais en fait, on dit que c'est le match-up le plus défavorable parce que le point faible acté des Celtics, c'est le poste 5, c'est leur manque de taille, leur manque, j'ai envie de dire, de corps à mettre sur des grands pivots adverses. Et il y a le prototype ultime en face en Joel Embiid. En fait, pas mal de gens imaginent, et c'est plus que normal, c'est peut-être ce qui va arriver, que Embiid il peut finir la série en 40-10 presque, parce que il va archi dominer l'intérieur, il peut marcher sur tout le monde, et ça peut poser des vrais problèmes aux Celtics. Après, la blessure de Simmons et tout ce qu'il y a autour, c'est à l'avantage des Celtics. Tu vois, donc en fait, ça va être de quelle manière ils arrivent soit à limiter ce point faible, à un peu le cacher face aux Sixers, soit ils le laissent et en fait ils limitent tout le reste en archi dominant sur tous les autres postes. C'est vrai qu'Ilias, entre Enes Kanter qui se fait des amis du côté des Celtics, certains ne veulent pas voir jouer Daniel Theis, il y a très peu de réponses à Joel Embiid, voire même à Al Horford qui joue une série qui lui sera, je pense, très chargée parce que bien sûr forcément il a joué aux Celtics, et ensuite il finit quand même une saison cauchemardesque du côté de Philadelphie. Donc c'est vrai que pour le secteur intérieur des Sixers, c'est du pain béni cette opposition. C'est du pain béni. En tout cas, Embiid devra être ce qu'il est censé être, c'est-à-dire le meilleur joueur de la série, et vraiment écraser cette série au point de ne rien se reprocher à l'issue de celle-ci. Après, moi, la question que je me pose après sur la manière dont Brett Brown va aborder la série, c'est est-ce qu'il sera pas tenté de faire un petit bond dans le temps, c'est-à-dire faire un petit peu
je sais pas, de revenir en arrière d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années en jouant justement les Celtics sur leurs points faibles et en jouant grand en fait, à une époque où on a tendance à beaucoup s'écarter. Est-ce qu'il pourrait pas être tenté à certains moments, sachant que de toute façon l'effectif il est pas non plus totalement large, est-ce qu'il sera pas tenté de lancer et Embiid et Horford en même temps dans la tronche des Celtics? Il pourrait faire du dégât, mais après c'est à l'extérieur que le bas va blesser et que forcément en manque de shooter, Philadelphie aura forcément du mal à scorer dans cette série. Déjà que en termes d'attaque c'était pas terrible, en plus ils attaquent vraiment ces playoffs avec une dynamique qui est vraiment pas bonne. Ce qu'ils ont fait pendant cette période de bubble était pas terrible. Donc il y a quand même des points d'inquiétude. C'est vrai, très intéressant ce que tu soulignes, Ilias. C'est vrai que, alors on est très positif sur Philadelphie depuis le début là, mais on est quand même sur deux équipes, on en a parlé un peu au début de la preview, qui sont sur des dynamiques totalement inverses. C'est-à-dire que malgré le fait que Boston ait, c'est clair, ce déficit à l'intérieur, alors Tatum a su se réveiller, tu l'as dit Pierre. Brown a eu des passages où il était vraiment très impressionnant et les lignes arrière ont répondu présent. Et il y a vraiment cette question de se dire, bah alors certes, il y a ce point faible à l'intérieur, mais est-ce que du côté des lignes arrière, elles vont pas se faire détruire, les lignes arrière des Sixers contre celles des Celtics? Moi, je pense, hein. En fait, tu vois, même si tu joues, on va dire grand, comme l'a dit Ilias, c'est ce qui risque d'arriver avec Horford, j'ai peur que l'intensité que peut mettre les Celtics, tu sais, avec leurs trois ailiers où ils peuvent beaucoup interchanger en défense, etc. Parce qu'Horford est pas si grand que ça, en fait, si tu regardes, et il va pas forcément jouer en post-up face à un Hayward ou un Tatum, je le vois pas trop faire ça. Je pense qu'ils vont mettre une intensité folle et ils vont faire courir, en fait, les adversaires. Et si t'as Tobias Harris en plus en 3, tu vois, très vite, tu peux avoir un avantage d'intensité et de rythme qui fait que tu surdomines, sur les 3-4 premiers postes en gros, et en plus Boston actuellement montre des vrais progrès, que ça soit au tir sur pas mal de joueurs capables de marquer en ISO, et en fait voilà, si tu leur permets de mettre du rythme et que leur rotation rentre avec ce rythme-là et bénéficie un petit peu de ce qui a été mis en place par les titulaires, ça peut très vite être compliqué. Et je pense que Boston est une équipe qui peut très vite prendre feu à 3 points, bien plus que Philadelphie. Et à cette guerre-là, tu perds souvent beaucoup de matchs. Tu vois, si tu perds la guerre, on va dire, de shoot extérieur. Clairement, parce que les shooters côté Philadelphie, même s'ils ont des joueurs, on est à une époque où même des intérieurs comme Embiid et comme Horford peuvent shooter, mais qui sont les shooters désignés à Philadelphie? Moi personnellement, à part Korkmaz, j'ai pas véritablement de vrais purs shooters du côté des Sixers. Bon, de temps en temps, des joueurs comme Harris et comme Richardson peuvent en mettre, mais d'ailleurs on va un petit peu en parler aussi de ces deux joueurs. Ils vont être déterminants dans la manière dont les Sixers pourront au moins accrocher les Celtics. Malgré l'absence de Simmons, je pense que c'est quand même une série qui peut durer, mais ça sera essentiel que des joueurs comme Harris et comme Richardson fassent un petit peu plus que ce qu'ils ont fait cette saison. C'est vrai que sur les lignes arrière aussi, on a l'impression, alors je sais que les fans des Sixers adorent Matthias Thybulle, mais se pose un peu la question de son impact offensif quand même. Parce que c'est bien, et c'est comme ça que nous avait été vendue cette équipe des Sixers, sur sa capacité à être très forte défensivement, mais on voit bien qu'elle pêche en attaque. Enfin, c'est un constat, elle pêche en attaque, et tout Embiid qu'il est, c'est vrai que Embiid peut potentiellement et va probablement marcher sur la raquette des Sixers. Embiid peut pas marquer 120 points. Enfin, il y a un moment où il va devoir avoir de la production. Et tu vois, par exemple, sur ce qui a été montré sur la bulle, je suis même pas sûr qu'un Harris va dominer son match-up direct. Va dominer son opposition. Après, de toute façon, pour les Sixers, c'est simple. Il faut que le match finisse autour des 100 points, voire moins. Parce qu'ils ont une défense archi dominante et qui est capable d'être dominante même sans Simmons, qui est élite de ce côté-là du terrain. Mais je suis d'accord avec toi que la plupart des match-ups sont pas forcément dominants pour eux en fait, et que comme ils en écrasent un. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que comme tu l'as dit, en fait, la clé ensuite pour eux, ça sera que certains role-players qui sont allés chercher, notamment avant la deadline, que ça soit du Burks, que ça soit Robinson, ils soient capables de sanctionner de loin. S'ils ont aucune adresse de loin, aucun apport extérieur sur du tir et qu'il y a que Embiid en fait qui fait son chantier, la série va être courte, je pense. Par contre, si t'es capable de rivaliser avec certains matchs en termes d'adresse et de tir extérieur avec les Celtics, ou au moins d'être proche, on va dire, je pense qu'il peut avoir beaucoup plus de matchs pour le coup. Il y a un joueur comme Tobias Harris qui va être à suivre, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le joueur sur lequel je vais essayer de m'attarder pendant cette série, parce que il a enfin obtenu l'argent qu'il pensait mériter avoir.
Donc aujourd'hui il est payé à la hauteur de ce qu'il a demandé, mais j'ai quand même une crainte, c'est que son opposant direct, je pense, en défense, ce sera Jaylen Brown, et on sait que celui-ci est bien meilleur défenseur que Harris, et que je pense qu'il a la capacité un petit peu de le faire sortir de sa série et de certains matchs. Totalement. Bah, Ilias a anticipé le conducteur parfait. Nous a déjà donné son joueur à suivre. Tu vas surveiller qui dans cette série de ton côté, Pierre? Bah j'aime bien le Harris, parce que c'est à lui de s'affirmer comme deuxième option pour les Sixers. Ça sera très important pour eux d'avoir un Harris à au moins 20 points, on va dire, voire plus. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Après, côté Sixers, Horford m'intéresse aussi parce que comment il va évoluer, est-ce que lui sera capable de continuer un petit peu le bully ball que va mettre en place Embiid, est-ce qu'il sera capable de sanctionner les petits intérieurs adverses, ou est-ce qu'au contraire, quand il sera sur le terrain, ça bénéficiera aux Celtics qui, par Tice par exemple, pourront l'arrêter, ce qui est plausible, hein. Donc peut-être Horford aussi. Après, côté Celtics, c'est du Tatum. Je crois que je l'avais même mis en joueur que je veux regarder dans la bulle pour Boston, parce que il doit s'affirmer lui comme le leader des Celtics. Alors de mon côté, je pense, alors j'aurais dit Ben Simmons parce que j'ai un amour pour ce joueur qui est totalement illimité. Donc j'aurais dit Ben Simmons en temps normal. Là, je pense, alors ça va pas être un choix, c'est pas le choix le plus marrant, mais je vais voir Joel Embiid parce que en fait, j'ai l'impression qu'on prend limite comme acquis, et je l'ai fait pendant cette preview, que Embiid va écraser les mecs en face. Alors je dis pas, hein, mais j'attends de voir aussi peut-être un Embiid qui vraiment... Alors c'est beaucoup demandé, je sais, on me fait souvent ce reproche, je demande beaucoup aux jeunes joueurs, parfois, parce qu'Embiid reste jeune, mais j'aimerais bien voir Embiid, à un moment, faire ce qu'on est en train d'annoncer. C'est-à-dire à un moment, faire un match à 40-20 où il gagne le match tout seul. Parce que... Il est plus si jeune, en plus, il a des campagnes de playoff derrière, il a pas mal de matchs maintenant. C'est ça, ouais. Enfin, j'attends de voir vraiment comme un statement. Montaigne n'aimerait pas, mais voilà, comme une affirmation de son côté qui montre, ok, là, ce match-là, face à Tice, face à Kanter, face à tous les mecs qui me mettent en face, j'écrase la concurrence et je le gagne tout seul. Enfin, je trouve que ça serait un vrai symbole fort envoyé et qui montrerait que voilà, c'est le pivot ultime qu'on décrit. Enfin, je peux paraître dur, mais j'aimerais bien voir ça de son côté. C'est vrai que ça paraît comme une évidence, mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut encore se poser la question, alors que normalement on devrait même pas avoir à réfléchir à ça. C'est-à-dire que il est temps de voir un peu la version playoff de Joel Embiid, parce qu'en face de lui il aura Tice, qui est un joueur correct, qui va au charbon et qui n'a ni la taille ni le poids, et Kanter il a plus rien du tout en magasin. Donc normalement, Kanter, il y a pas de D dans son nom en fait, Kanter, donc c'est pas c'est ça l'option défense, elle est plus inclue à l'achat de Kanter maintenant. Mais normalement il devrait se gaver, mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose de totalement affirmatif. Après, si on va plus loin, ce qui est intéressant, c'est que si Embiid surdomine et qu'en fait tu te rends compte que ça perd la série parce qu'ils sont pas équipés autour. Ah, casse-tête. Tu te dis, ok, on a Embiid, lui il peut nous porter loin, il a tourné en 35-15, voilà, c'est pas lui le problème, clairement. Par contre, c'est comment on a construit autour. Et là, se vient imposer la question ensuite de Simmons, de ce que t'as fait autour de lui, en fait. C'est en ça que la blessure de Simmons c'est catastrophique, quoi. Elle t'empêche déjà d'aborder ses playoffs et cette série face aux Celtics, mais en plus de te projeter, comme on le disait en début d'émission, sur l'avenir. Il y a vraiment quelque chose. Ou au contraire, ça peut t'affirmer en mode, c'est Embiid, et maintenant on se débrouille pour construire autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un monde perdu pour vous? À vous entendre, alors j'extrapole un peu, mais on a limite l'impression que cette blessure, c'est comme une pause dans le projet. Ouais, un petit peu, hein. Il y a ça, et il y a autre chose aussi, au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir aussi songer à regarder du côté du banc de Philadelphie. Je vais essayer de nous reporter un petit peu quelques mois en arrière. On faisait nos previews, et d'ailleurs je pense que Pierre, on était ensemble pour cette émission, et on avait dit ce jour-là lors des previews de début de saison que les Sixers avaient certainement le meilleur 5 NBA. Ouais, tout le monde était hypé en mode c'est le 5 ultime en défense. Et c'était pas loin de ça. C'est ça. On les a vus tous ensemble. Ils ont fait certaines séries lors de la saison régulière, notamment. Moi personnellement, la copie la plus impressionnante que j'ai vue d'eux, c'était le soir de Noël face aux Bucks, où vraiment ils les ont terrassés, mais
vraiment dans tous les sens du terme. Et mais maintenant, voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir en play-off effectif au complet. Et il passe un petit peu à côté de quelque chose, et d'autant que, enfin, on s'en rend pas compte, mais on sait tous pertinemment que la durée de vie d'un Joel Embiid, elle va pas s'étendre non plus jusqu'à 36 ans. On est dans une période où il faut maximiser les années d'Embiid, et malheureusement, la blessure de Simmons fait peut-être que cette année-là, elle va être un peu en l'air, quoi. Mais ça fait 2 ans, ça, un peu, quand même, que du côté des Sixers, on a un très fort 5, mais il y a des questions qui se posent autour du banc. Enfin, c'est aussi le cas l'année dernière, et puis, d'où l'importance de certains ajouts. T'as parlé d'Alec Burks, Pierre, je vois bien, du côté des fans des Sixers, que ça soit ici ou outre-Atlantique, on a l'impression, on voit que c'est un joueur qui aura une importance, parce qu'il va devoir apporter de l'attaque instantanée. Et moi, ça me pose des questions quand tu as une équipe avec autant d'ambition qu'Alec Burks et autant d'influence, c'est peut-être un peu gênant. Je rajouterais aussi par ailleurs que peut-être j'ai pu paraître dur sur Embiid, mais après les standards que je lui demande, fin de tête, un pivot qui tourne à 35-20 sur une série de playoffs, je pense que Dwight Howard a dû s'en approcher récemment, mais ça existe pas vraiment au 21e siècle, hors Shaq, je pense. Donc surtout le 35, je pense. Autant 20, ouais. Oui, mais le 35, ouais. Après, tu vois, en plus, ce qui est dommage pour eux, c'est que sur la bulle, ils avaient fait pas machine arrière, mais ils avaient compris qu'il fallait qu'ils évoluent. Donc t'avais Milton qui était rentré dans le 5 en tant que meneur, Simmons qui jouait normalement poste 4, on va dire comme ça, parce qu'il a pas vraiment de poste, et t'avais Horford en sortie de banc. Et là, au final, tu retombes dans ton heavy ball avec tes deux grands sûrement qui vont jouer beaucoup de minutes ensemble, plus de Simmons. Donc voilà, tu peux pas vraiment voir ce que ça aurait pu donner, alors qu'ils avaient préparé quelque chose un petit peu pour s'adapter à la bulle. Et on va bientôt s'approcher du moment. Alors, je dois vous avouer, on se donne pas nos pronostics avant d'enregistrer. Là, j'ai énormément de mal à deviner de quel côté quel côté on ira pour Ilias ou même pour Pierre. Allez, je vais commencer par Ilias. Ton pronostic pour cette série? 4-2 pour les Celtics. Pierre, ton pronostic? J'ai la même chose. Eh ben, alors, je vais mettre à la place d'un auditeur. Juste en quelques mots, pourquoi en fait? C'est quoi l'argument décisif? Parce que on a beaucoup parlé en bien des Sixers quand même dans cette preview. Moi, je pense que les deux matchs que prennent les Sixers, c'est où t'as un Embiid dominant et qui est accompagné sur ces matchs-là par Harris et par d'autres joueurs des Sixers qui font un bon taf. Et que en fait les 4 matchs qu'ils perdent, Embiid fait plus ou moins le taf, mais un petit peu moins dominant que sur les 2 matchs gagnés. Et par contre à côté ça se fait défoncer par la défense des Celtics et ça perd tous les match-up. Et t'as des Celtics qui sont sur un très gros rythme, qui mettent beaucoup de tirs extérieurs, et qu'en fait les Sixers ont vraiment du mal à tenir. Moi, ça va être assez simple. J'estime juste, malgré le fait que les Sixers c'est le meilleur joueur de la série, tout simplement que Boston a plus de joueurs capables de faire la différence, et que le fait de ne pas s'appuyer forcément sur le même à chaque match fait que ça les rend encore plus dangereux et multiplie un petit peu les menaces pour les Sixers. Ça va pas plus loin. Pour te rejoindre, Ilias, Boston, ils peuvent avoir le 2e, 3e, 4e, voire 5e joueur de la série. Et moi, j'ai compté au minimum Kemba, Jaylen Brown et Tatum, au minimum. Ouais. Voilà. Et après, tu peux aussi Hayward est fort et soi-disant sur des séquences. Celtics, ouais, donc. Et moi, personnellement, même dans un cadre playoff, même si en termes de talent offensif, il y a pas trop photo, je pars tous les jours à la guerre avec un mec comme Smart et pas comme Tobias Harris, que j'ai connu à Détroit, qui est un gentil garçon, qui peut faire ses stats, qui peut mettre de temps en temps 25 ou 30 points, mais sincèrement, c'est un joueur sans caractère et sur lequel je m'appuierai jamais pour une série playoff. Eh ben, ça, c'est fait. Moi, je vais donner 4-3 Celtics. En gros, les mêmes arguments de Pierre. À noter, on en a pas parlé aussi, mais le duel coaching, je pense qu'il est largement en faveur de Brad Stevens face à Brett Brown. Donc, je pense que tous ces ingrédients font que les Celtics vont passer. Celtics Sixers. Est-ce qu'il y a autant d'écart entre Brett Brown et le coach des Celtics que entre Guardiola et Rudy Garcia? Ça, c'est ma question. Non, parce que la Ligue des Champions nous a montré que le niveau des coachs, parfois, faut pas trop compter dessus. Là, heureusement, c'est des séries en 7 matchs, c'est pas des éliminations directes. Ouais, et on peut pas inventer, et il y a que 5 joueurs au basket, on peut pas inventer des formations qui ont jamais existé aussi. Ce que j'allais ajouter en plus, c'est qu'un match 7 Sixers Celtics, allez sur le Twitter d'Alan.
Taguez-le, faites des trucs. Ouais, il va être insupportable. Faut l'écarter de notre conversation WhatsApp parce qu'il va être insupportable. Moi, je pourrais pas, non, ça va pas être possible. Sachez que j'aurai la chance de voir certains matchs avec lui. Chance, c'est une question de point de vue. C'est pourquoi je vais recevoir des projectiles et tout. et à noter aussi, hein, pour conclure cette preview, match 7, oui, ça serait un peu décevant parce que ça aurait pu, dans un contexte normal, ça serait un match 7 du feu de Dieu s'il arrive. Enfin, franchement. À noter quand même un autre élément important, enfin, et ce qui nous fait encore regretter la blessure de Simmons, ou en tout cas pour les fans des Sixers, c'est quand même que les Sixers ont gagné 3 des 4 matchs cette saison. Totalement. C'est vrai que j'ai oublié de donner cette stat que je donne d'habitude toujours. C'est vrai que j'ai sauté cette ligne. J'étais tellement impatient de demander à Elias la dernière série victorieuse de Philadelphie que j'ai sauté cette ligne. C'est vrai que, on va être honnête, quand tu palpes un peu, tu prends le pouls de la fanbase des Celtics, tu vois bien que c'est pas le match-up qu'ils voulaient. C'est pas l'équipe qu'ils voulaient. Donc, à voir, même si on les donne gagnants, s'ils vont réussir à se sortir du traquenard que sont les Sixers. Eh bien, on en a fini pour cette nouvelle preview. Alors, on voit quand même que, au fil des previews, il y a quand même j'ai l'impression que c'est un premier tour assez bipolaire où d'un côté, il y a des séries où on sait que ça va aller très loin. Je pense on va en parler, OKC face à Houston, celle-ci Boston, Philadelphie, on en parlera peut-être après, Miami face à Indiana et d'autres, on sait que ça va être expéditif, Toronto, Milwaukee, etc. Enfin, c'est vraiment un premier tour à double tranchant. Sur ce, on va finir cette preview. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. Pierre, Ilias, vous ne bougez pas parce qu'on va être honnête, on enregistre d'autres previews tout de suite que vous écouterez un peu plus tard. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Salut! Ciao!